Non, c'est dur, nous on est des artistes, on est dans une souffrance. On souffre pas plus qu'un autre. Tu sais, on veut toujours dire, ah mais moi c'est parce que je suis sensible, je suis acteur, nanana. Non, y a pas de, t'es pas plus sensible que le voisin, t'es pas plus sensible que le guichetier ou que le conducteur du métro. Bonjour. Bonjour Raphaël. Ça va? Ça va très bien, ouais. Impeccable. Bon, merci d'être là. Hein. Merci à vous. Comment ça va? Ça va, tout se passe bien? Impeccablement. Impeccablement. Alors on est super heureux de te recevoir ici au Grand Rex, dans cette belle salle Infinite. Et je sais que tu as une relation spéciale, toi, avec la salle de cinéma. Tu as une relation un peu passionnelle. Je dirais boulimique. Ouais. Et c'est un endroit de recueillement, d'élévation, d'endormissement aussi. Je fais des belles siestes. Tu fais de solitude aussi, où tu te Comme retrouves tout un à peu... chacun, et surtout un endroit de questionnement. Parfois, tu vas voir des films, tu te mets une vraie session, un petit tunnel avec 3-4 films en brochette, et tu prends des décisions, tu réfléchis, tu penses à tes trucs. C'est un endroit religieux. C'est un endroit religieux, ouais. Bien sûr. Et je crois que c'est à Télérama que tu as dit que tu avais menti parfois à tes amis qui t'invitaient tout le temps pour aller au cinéma. Ouais, tout le temps. Parce que, en fait, comme moi, c'est vraiment l'endroit... Si je dois choisir un loisir en particulier préférentiel, c'est inévitablement le cinéma et j'y vais dès que j'ai un petit créneau, même entre midi et 2, après un truc, tac, je vais me poser, j'aime bien. C'est vraiment un endroit de confort absolu. Donc il y a des potes qui peuvent dire... C'est presque mieux qu'un lit. Ça peut ouais, presque concurrencer la sensation d'enfoncer sa tête dans l'oreiller le soir et d'enfin laisser partir les préoccupations. Alors, on est ici pour la sortie de I Love Pérou, Ouais. ton vrai faux documentaire avec ton copain Hugo David. Il y a eu une petite précision qui a été faite par un expert en matière de registre. Ouais. C'est pas un faux documentaire, c'est une fiction documentaire. Et c'est différent parce que dans un documentaire, tu as des documentaires, donc purs, sans effet de triche. Les documentaires où il est injecté quelques petites doses de fiction. Et la fiction documentaire, c'est une fiction qui prend place dans un cadre documentaire. Et ça, en anglais, ils appellent ça mockumentaire. Et du coup, nous, c'est ça. C'est une fiction qui s'inscrit dans une matrice documentaire qui permet d'esquiver tous les obstacles et les parasites à la, entre guillemets, à la crédibilité ou la justesse d'une situation. Puisqu'au cinéma, il y a plein d'entraves et de petits murets qui se mettent entre nous et la crédibilité de ce qui est décrit, tu vois. Le maquillage, les effets de filmage, la mise en scène, les dialogues conçus à l'avance et tout. Il y a plein de petites embûches qu'il faut contourner pour que la justesse soit atteinte. En 2024, on t'avait vu dans 8 films et cette année, I Love Pérou, c'est ton premier film à sortir au cinéma. Est-ce que tu as eu besoin à un moment de faire un break ou de prendre du recul ou comment ça se fait? Ah ouais. Bah, en fait, moi, j'ai pas tourné pendant 1 an et demi. J'avais pas tourné depuis le 2e acte. D'accord. Et jusqu'à là, un film qu'on a tourné avec JP Zadi d'Anthony Marciano qui sera sur des agents de basket, Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye, qui sont 2 Français qui sont partis de banlieue parisienne et qui ont vécu un peu une success story qui les a menés à faire partie des 3 agents les plus influents de NBA aujourd'hui. D'accord. Donc c'est deux Français qui ont percé aux États-Unis. Du coup, il y a ce film-là qu'on a tourné là, mais du coup, pendant 1 an et demi, j'ai rien fait, mis à part un court-métrage, le livre oui, t'as quand même écrit un livre. et I Love Pérou. Et comment ça se fait? Parce que tu voulais un peu ralentir le rythme ou c'est... Bah, en fait, on s'en rend compte après. Tu sais, on parle souvent de la nécessité chez les artistes, mais tu sais pas tant que t'as pas mené à son terme un projet dont tu es à l'initiative. Et là, pour le coup, je me suis rendu compte après coup que ça devait être nécessaire parce que j'ai voulu y consacrer le temps et j'ai privilégié ces objets-là à d'autres choses ou propositions. Du coup, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir développer ces choses-là. Mais c'est difficile de dire non. J'imagine que maintenant, tu reçois beaucoup de scénarios. Est-ce que c'est compliqué de dire non sans blesser parfois? Est-ce que tu as une technique? Moi, je suis très maladroit. Bah, déjà, moi, je suis un piètre lecteur. Je mets beaucoup de temps et franchement, c'est regrettable parfois. Et je suis pas un exemple en matière de temps de lecture.
Et c'est une préoccupation qui est très actuelle. D'accord. Mais parce que j'aime bien me poser, bien, pouvoir bien lire, revenir, attendre, regarder et tout. Je fais une lecture comme ça, fragmentaire et tout. J'arrive pas à bien me mettre dans le fil de l'émotion et de savoir comment ça va vraiment résonner en moi. Mais du coup, dire non, c'est compliqué. Bah ouais, moi, j'ai pas été habitué à ça. J'ai lu dans Society que Vincent Cassel, il disait « Ton film est super, mais je veux pas être dedans ». C'est la forme de ces disquettes, elle prend cette forme-là, la disquette de Vincent Cassel. Ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est exceptionnel, il ménage la chèvre et le chou. Parfois, c'est vrai, hein, t'aimes bien, mais tu ne vois pas dedans, tu le t'imagines rôle, pas. Ouais. tu n'arrives pas à t'y projeter. Et est-ce qu'entre acteurs, vous parlez du burn-out ou des choses comme ça? Est-ce que entre amis acteurs, vous parlez de choses comme ça? Je pense pas plus que dans d'autres professions. Pression, ouais. Mais effectivement, il y en a quelques-uns qui ont vécu qui rencontrent ça. Ouais. Ouais. C'est pas parce que tu es acteur que tu es davantage soumis à la possibilité d'un craquage. Hein. Complètement. Il y a dans toutes les professions. Ouais. Tu peux être boulanger, restaurateur ou artisan et y être soumis avec la même probabilité. Hein. Alors, I Love Pérou démarre par une citation de Pablo Neruda, poète chilien. Bien sûr. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment pour brouiller les pistes, en fait. Comme ça revient un peu à ce que tu disais avant, entre qu'est-ce qu'est la fiction, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... Ouais. Bah, surtout, d'autant que tu joues ton propre rôle, c'est ça que je veux dire. Voilà, on suit Raphaël Quenard. Je pense, un préambule qui permet d'annoncer une petite couleur, parce que bien souvent, malgré le surréalisme et l'absurdité parfois, et le décalage ou l'outrance de certaines situations exposées, d'aucuns se plaisent à penser que tout ça constitue du premier degré. Or, il n'en est rien. Donc, c'est une façon de se prémunir contre toute mauvaise interprétation. Mais après, il ne faut pas non plus s'y tromper et se laisser berner par cette phrase qui figure en préambule, et bien avoir à l'esprit qu'à l'intérieur, il se peut qu'il y ait quelques vérités qui se soient nichées de façon sournoise. Acteur, c'est être mentor professionnel? C'est comme ça que tu vois un peu? Mais humain, c'est être menteur professionnel. Ouais, tu crois que tout le temps on raconte des mythos constamment? Tout le monde. Il y a une statistique, moi j'ai déjà dit, mais je vais me régaler à la répéter, mais on profère en moyenne 14 mensonges par jour, ne serait-ce que par omission. C'est ce qui fait que ce métier est aussi accessible et peut parfois ne pas nécessiter de formation. Même si, pour faire beaucoup de films, il faut quand même pouvoir adopter certains registres de langage ou pouvoir faire croire à certaines situations, et c'est mieux d'avoir un espèce de bagage d'expérience qui permet de s'y confronter avec sérénité. Mais tu peux quand même venir de n'importe où et faire ce métier et exceller. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, par exemple, avec un truc. Parfois, il y a un film qui est présenté pour recevoir des récompenses, et il y en a qui disent « Ouais, mais il joue sa vie ». Il n'y a pas de « il joue sa vie ». Il y a une caméra, il y a un dispositif de prise de vue tout autour, avec un réalisateur, des instructions, des séquences à tourner et tout. Quand bien même il rejouerait des situations où il repratiquerait une profession qui est la sienne dans la réalité, il y a quand même une forme de jeu. Il faut quand même apprivoiser le dispositif. Donc, si tu refaire des scènes plein de fois, et puis voilà. Donc, tu mérites autant qu'un autre une récompense. Si ce que tu fais, c'est excellent. On a un cadeau, j'ai un cadeau pour toi. Oh. On aime bien offrir des cadeaux. Ah ouais? Ouais, vas-y. C'est vrai que chez Allociné, vous offrez des cadeaux un peu systématiquement. La dernière fois, elle nous avait offert des bracelets, non? Des bracelets. Exactement. Ouais. Avec JP. C'est quoi? Oh! Alors attention. Oh, aïe. On monte bien aux deux caméras. C'est exceptionnel. Franchement, magnifique. Je peux vous dire un truc? Ah bien sûr. Vous auriez pu faire le cœur en forme de cygne. C'est vrai, mais on voulait faire comme l'affiche, comme le logo du film. Tu vois, tu vois le I Love Pérou, comme ton t-shirt que tu portes. Ça va devenir vraisemblablement mon pyjama, je te le dis, avec tout le plaisir que ça comporte. Parce que Jules, c'est une vraie passion, quoi. C'est au-delà d'une passion. En fait, c'est comme des exemples de vie. Il en est de même pour Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est des tels exemples de travail, d'acharnement et d'obstination, de sincérité
dans leur pratique qu'en vrai, ils ont des externalités positives, je pense, bien plus larges qu'on ne l'imagine. Et par exemple, ça j'avais le débat avec quelqu'un qui contredisait ça, mais je disais, tu verras, des Jules, des Cristiano Ronaldo, ils vont être à l'origine de prix Nobel. Parce que d'autres, dans leur passion, prendront exemple sur la façon dont eux ont eu le plaisir de pratiquer la leur et l'ardeur avec laquelle ils s'y sont consacrés. Et ils vont créer ce feu chez certains qui fera des étincelles dans tous les secteurs d'activité. Donc au final, c'est des exemples, c'est des enseignants. Tu l'as déjà rencontré, Jules ou... Une fois, dans un établissement nocturne, à l'Amnésia, au Cap d'Agde, pour être précis. D'accord. Et on a eu l'occasion de se serrer la pince en bonne et due forme et d'échanger quelques brèves informations, mais je ne le connais pas personnellement. Dans ton livre, Clamsey à Tatooine, il y a un personnage, à Tatooine, pardon, il y a un personnage qui hurle des phrases. Il y a des références à Jules. Il y a des références à Jules. D'ailleurs, dans I Love Peru, hein, il y a 2 signes. Hein. Ah oui. Ah ouais, il faut les noter. Il était hors de question qu'on n'y fasse pas mention. Mais tu as un personnage dans ton livre qui hurle des refrains de Jules dans la rue. Tu as fait ça, toi? Et pour le coup, ça, c'est tiré d'une expérience réelle, mais pas que dans la rue. Hein. C'est dans la chambre, dans la douche. Toute occasion est bonne pour Jules, quoi. Pour se vautrer dans les plaisirs de ses créations. T'as d'autres passions comme ça à part Jules? Tu parlais du cinéma. Le cinéma, Jules. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui te passionnent comme ça quand tu travailles pas? Une passion à laquelle j'ai moins de temps et à regret pour l'explorer, c'est la littérature. J'aime bien lire, c'est quelque chose que j'adore faire. Si par passion on entend source d'inspiration, il y a beaucoup de gens, dont ma mère, ou des gens de ma famille, ou des personnages, des amis, qui sont des sources intarissables d'inspiration et qui nous contaminent par leurs énergies, par leur façon d'être, par leurs attitudes. Et si on dit, oui, qui t'inspire, il y en a qui vont répondre Al Pacino ou De Niro et tout, ce qui est vrai. Mais on a passé plus de temps avec les gens de la famille, avec notre mère qu'avec Al Pacino quand même. Donc notre mère, elle a beaucoup plus d'impact sur ce qu'on est et sur ce qui nous constitue, de même que nos amis. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes qui n'en font pas profession, mais qui sont des magiciens du quotidien, qui sont des exemples et des viviers qui sont propices à alimenter et à rendre d'autant plus chaotique notre imaginaire. C'est pour ça qu'un temps, tu as pensé faire l'armée à cause de ton grand-père, qui était une influence sur toi, c'est ça? Oui. Mon grand-père, c'était un militaire? Ouais, une grande source d'inspiration, bien sûr. Et tu parlais de ta passion pour les livres. Dans ton livre, tu parles de vol de livres dans les magasins. C'est un truc que tu as fait en vrai, ça? Ça, c'est une pratique que j'ai pu exercer, que j'ai eu la chance d'exercer, et qui m'avait valu une fois une arrestation? Une saisie et un enfermement temporaire avec l'exercice de la garde à vue. C'est pas bien, hein. Et c'est moralement condamnable. Mais c'est vrai que j'avais une petite passion, moi, à l'adolescence, on aimait bien chaparder en tout lieu. Et après, quand j'ai découvert cette passion, c'est vrai que j'avais découvert un établissement qui présentait certaines failles et dans lesquelles je me suis empressé de m'engouffrer. Carrément, des fois, tellement je volais de façon récurrente. Si une semaine, je ne pouvais pas m'y rendre, j'avais la sensation d'avoir même perdu de l'argent. Ah ouais. Tellement à un point, ça peut devenir une forme de kleptomanie avec l'habitude, parce qu'il y a quand même une petite décharge d'adrénaline et un plaisir qui en découle, qui est certain. I Love Peru, ça parle d'ambition, d'amitié, ça retrace du coup ton parcours du début jusqu'au César, jusqu'à ce que tu te perdes un peu aussi. Parcours fictionné. Parcours fictionné, excuse-moi. Il y a quand même des choses vraies. Il y a un moment, tu dis, pour y arriver, j'essaie de passer des castings au forceps. Ah, c'est Hugo David. C'est Hugo qui dit ça. Il avait obtenu ce rôle au forceps. C'est ça, il dit ça. Ouais. Exact. Il dit ça. Ouais. C'est des trucs que tu as fait, ça, pour essayer d'atteindre des castings oui. en y allant comme ça. J'avais plein de CV dans la poche et je les distribuais à des avant-premières, même sans forcément connaître le travail du réalisateur, mais ne serait-ce que parce qu'il pratiquait le métier de réalisateur. Et du coup, je voulais simplement travailler. Tu sais, des fois, on te dit... mais pourquoi avoir choisi ce rôle et tout? Mais ils se rendent pas compte que c'est parce qu'on n'a pas de travail. Non, mais au début, forcément, tu veux que travailler. Et chaque expérience étant bonne à prendre. Et il y a plein de gens qui m'envoient des messages et qui me disent comme toi, tu as forcé et insisté, je me permets, parfois en trouvant des moyens détournés pour
pour que ça atterrisse sous mes yeux. Et il y a des messages. Et j'insiste, des machins comme ça avec 1000 i et tout. Non, toujours dans la limite que la courtoisie et la bienveillance nous imposent, avec une certaine forme de politesse. Et voilà, c'était pas non plus. J'ai certes traqué certains réalisateurs au risque parfois peut-être de les effrayer. Mais des acteurs que tu as revus après qui t'ont dit ah je m'en souviens de toi, t'es peut-être un peu lourdingue. La dernière fois j'ai croisé Reda Kateb. Ouais. Je lui ai dit tu te rappelles et tout au festival Ciné Banlieue. J'avais couru après la truc, j'étais passé dans la sortie de secours et je l'avais rejoint dans l'escalier de service dans la coursive et je lui avais donné un CV et il m'a dit oh putain, et il s'en souvenait. Voilà. Ah c'est drôle ça. Ouais. J'ai entendu que tu avais aussi essayé de postuler à Ninja Warrior à une époque. C'est vrai ça? Ah non, alors ça, le premier agent que j'ai eu, il m'a envoyé vers 2 castings pour te dire comme c'est difficile d'avoir accès. Franchement, cette industrie, elle ouvre pas facilement ses portes. Les 2 premiers castings que j'ai passés, un pour jouer dans Casimir, dans une émission sur Gulli, être à l'intérieur de la mascotte et taper dans les mains des enfants sur le plateau, et que je n'ai pas eu. Bah, t'as loupé ce casting. Que j'ai lamentablement foiré, et un autre pour faire l'émission Ninja Warrior sur TF1. Mais si je commence à te raconter les castings, il y en a tellement. Franchement, le plus fou, enfin celui où je me suis retrouvé, et j'ai eu une forme de décorporation astrale, je me suis vu en train de passer le casting, c'était pour un laxatif. Donc, il y avait 2 actions à effectuer pour la publicité. C'était la première, donc le personnage, le protagoniste, devait se soulager dans les fougères. Donc, il fallait mimer la plus belle coulante, comme ça, derrière un fauteuil qui mimait la fougère, et pousser comme ça, de façon à décharger la pression. Et donc, il y avait ça, le petit caca dans le coin, et deuxième séquence, assis comme ça, et tu devais être sur le scooter, et retranscrire une forme d'épanouissement. Donc être là, parce qu'il y avait la partie avant que tu aies pris le médicament, d'accord, et la partie qui après faisait suite à la prise du dit médicament. Et donc celui-là aussi, à mon grand désarroi, ça aurait été chouette qu'on retrouve ça là, sur YouTube, là, ça aurait été chouette. Si les directeurs de casting ont conservé et ont fait des archives, il doit y avoir quelques essais dans des disques durs qui ne doivent pas avoir fière allure. Quand tu essaies de faire des castings comme ça et que tu n'as pas accès, est-ce que tu es obligé d'avoir une grosse confiance en toi ou un certain ego pour continuer et de pas te dire ok, finalement je vais peut-être pas y arriver? Après j'ai fait aussi beaucoup de figurations et de courts-métrages et tout. D'accord. Il y a un beau court-métrage, si un jour tu tombes dessus, où je fais un mafieux italien avec l'accent italien. Je réponds au téléphone, je dis Arminio, si, ma, je suis chez toi. Et le réalisateur il m'a dit t'es sûr que tu as fait italien et pas espagnol? Moi j'aimais bien, franchement, c'est des bonnes expériences et franchement j'ai fait au moins 40 courts-métrages, je sais pas combien, franchement plus de 100 figurations on va dire. Ça te permettait de te mettre en confiance et de... Mais c'est trop bien, c'est trop formateur et en vrai ça te permet aussi de t'acclimater, tu te familiarises avec le dispositif. Et ce qui fait qu'à un moment, si on te donne un petit rôle, comme tu as fait les étapes qui étaient censées y mener avant, là, tu as le petit rôle, tu es un peu plus armé que si on te jette comme ça dans la fosse au lion et que tu te retrouves devant les griffes, avec la dose de pression que ça comporte. Et après, moi, par contre, mon mental, j'avoue, j'ai quand même un ego qui me permet de me sauver parce que je ne prenais pas personnellement le rejet. D'accord, tu disais pas c'est moi. Ma parole, je me suis toujours dit, tant pis pour eux. Ils ont tort. Je te jure. Ouais. Non, mais franchement, j'ai raté des castings. Je me disais, dommage et tout. Mais j'étais dégoûté, tu vois. Et je me disais, franchement, je passais assez vite à autre chose. Tout ça grâce aux sportifs. T'as qu'à voir, d'abord Federer, tu vois, il t'explique Federer que sur 100% des points qu'il a joués dans sa carrière, il en a gagné que 57%. Donc 43% du temps, il est en échec, donc il subit ses échecs. Regarde footballeurs, quand tu regardes Messi, ou Ronaldo, ou Kylian, ou Haaland, ou n'importe qui, Lamine Yamal, il rate une frappe, il repart se placer, tout de suite, tac, tac. Ouais. Et genre, le masque tout de suite, et il repart se placer. C'est comme ça qu'il faut faire. Le casting, il est raté, petite foulée,
tu retournes à ta position et tu vas te mettre en place pour la suite. Ils servent à t'apprendre qu'au final, voilà, l'échec, faut le laisser passer avec le flux qui part, qui part aux égouts. Hein. Ouais, avec le laxatif. Bien sûr, avec le laxatif. Et dans le film, Pascal Zadi te dit, parce qu'il est toujours très sympa avec toi, j'adore JP. Il dit, tu as une gueule de marché de Rungis. Ouais. On t'a déjà dit des trucs comme ça, t'as une tête lambda, c'est pas la peine d'essayer. Ouais, bah ça, après, c'est des trucs, on nous dit tout le temps ça. On nous dit où tu parles comme un charretier, où tu... Après, les gens, ils te reçoivent avec leurs filtres et les impressions qui se font de certains des traits qui te constituent. Et eux, ils le rattachent à ça, ils te le disent. Il ne faut pas prendre personnellement. C'est aussi un scan, tu vois. Je me rappelle, une fois, une agent, elle m'a dit c'est bien ce que tu fais, Quenard, mais tu ne pourras jamais jouer le fils de Rothschild. Et elle m'a dit ça, et j'espère un jour que la vie fera que un jour j'incarnerai pareil personnage. Parce que, genre, vraiment, à force de travail et d'abnégation, moi je reste convaincu, enfin, si tu t'y plies et si tu te concentres, c'est possible de le faire. Après, peut-être que tu rateras, mais en tout cas, le challenge et la perspective de s'essayer à ça, c'est bien. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on nous dit. C'est bien parce que ça permet de prendre conscience aussi de certaines choses. Parfois, la brutalité, aussi, ouais. même des journalistes, la brutalité avec laquelle certains te décrivent dans des articles où tu lis, tu te dis « Ah, pas mal ce tacle glissé là, il est quand même au niveau des genoux, il y a quand même les 2 pieds en avant, mais vas-y, il y a quand même peut-être un petit truc à en tirer. » Parce que c'est bon aussi, tu vois, d'être chahuté et malmené, parce que c'est ça qui te permet de tout. Tu te dis « Ah ouais, putain !» et tu essayes de te rectifier. Donc au final, je pense qu'il faut prendre tous ces trucs-là qu'on peut te jeter au visage parfois avec un manque de tact et d'y trouver matière à évoluer. Je voudrais te faire un petit jeu. Il y a mes collègues d'Allociné qui étaient surpris de savoir que parfois tu étais là, tu as dit « Ah ouais, ce film-là, dans lequel j'étais, je sais qu'il y a les notes des spectateurs, c'est telle note. » Ah bah oui. Alors, et d'ailleurs, moi, j'ai toujours mis 5 étoiles. Tous les films dans lesquels j'ai joué, ma note Allociné, c'est 5 étoiles. Donc c'est chef-d'œuvre. Et justement, quand bien même, j'ai parfaitement conscience qu'il n'en est rien. J'ai pris 10 de tes films et je voulais savoir si tu arriverais à les mettre dans l'ordre des spectateurs. Ton top mais tu sais 10 de tes qu'attention, films. je vais te surprendre, parce que là, je pense que je connais à peu près. Attends, moi, par contre, je ne me fie qu'à la note spectateur Allociné. Oui, tout à fait. Et à partir du moment où elle dépasse 4, je vais voir le film. Parce D'accord. que je me dis, il y a quand même des gens qui ont kiffé et tout. Tu veux que je te dise quoi? La note spectateur? Ouais. Est-ce que tu pourrais faire un ordre, un classement? Quel serait le premier film de ce classement-là, dans les disques qu'il y a là? Le mieux noté? Ouais, d'après toi. C'est soit L'amour ouvre 4,2. Pas mal, c'est 4,3. 4,3. Soit Je verrai toujours vos visages, ça doit être 4,1. 4,4, c'est le premier. 4,4. Ouais, okay. Donc t'as Je verrai toujours vos visages, deuxième L'amour ouvre. Je sais que c'est les 2 premiers. Ouais. Chien de la casse, c'est 4,1. 3,9. 3,9? Ah, les bâtards qui nous ont Peut-être qu'il y a en pièces. Il y a des bâtards qui sont venus voter pour nous et qui ont voulu nous chier dans les bottes. Pas de souci. Family Business, ça doit être 3,8. 3,9. 3,9. 3,9, ouais. Je suis pas loin. HP, Ouais. 3,8. 3,7, t'es vraiment pas loin. 3,7. Cash, 3,6. À 3. 3 Cash. Honteux, quoi. Ils abusent. Ils abusent, hein. Ils abusent. Franchement, Cash, c'est un bête de film. Un film Mais de t'es bien, Jérémy Rozan, que moi j'adore et avec qui on va refaire des films. Non, là, je suis désolé de dire au auteur que non, il y a méprise en la matière. Il faut qu'il revoie le film. Ouais. L'attachement. Ah ouais, celui-là, minimum 4, mais je dirais 4. Ouais, c'est 4-2. C'est le 3e dans ton top 10 d'Allociné. 3 fantastiques, me dis pas que je me trompe, parce que ça, je crois le savoir avec certitude, c'est 3-7. Ouais, bravo. Les mauvais garçons. Alors ça, tu sais, moi j'ai fait qu'un des 2 films. Ça, c'est une jonction d'un court-métrage et d'un autre. C'est tous les garçons et les filles. Tous les garçons et les filles, mais le court-métrage s'appelle Les mauvais garçons, de Élie Girard. Donc ça, je sais pas, je dirais, je savais pas, 3-7. Ouais, c'est ça. Okay. Bravo. Et Yannick, je crois avoir l'horreur de me souvenir que c'est 3-9 alors qu'il mériterait un 4-1 ou un 4. C'est 3-8. C'est 3-8 Ouais. Non. Pas bon les noteurs. Pas bon les noteurs. Mais ils méritent plus. Franchement, bravo. Hein. Je suis pas loin, je suis pas loin. C'est quoi ma marge d'erreur? C'est 0,2, 0,1? 0,1 je pense. Hein. Ouais, 0,2, 0,1, franchement, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Bravo. Ça tient au fait que j'ai pas actualisé mon savoir en la matière. Donc, Alors,
J'ai une petite vidéo à te montrer. Putain, mais t'es plein de surprises. Un Attends, cadeau, vas-y, on est trop un contents jeu. que tu viennes. Tiens, vas-y. C'est Plein de rebondissements, t'as vu halluciner. des amis à toi. Okay. Un moment, il va falloir soit qu'on organise un karaoké, soit que tu nous chantes un Diego. Un Diego, enfin, on a envie. Ouais. Moi j'ai envie. Moi aussi, je suis prête. Diego, Je suis prêt pour Diego. on a envie de Diego. Et peut-être que tu peux nous faire un vocal, quoi. Tu nous fais une petite vidéo Insta, on la regardera tous les deux. Mais on veut que tu nous chantes du Diego, quoi. Un petit Diego. Alors, je vais bien me garder de faire ça pour la simple et bonne raison que je me suis prêté à l'exercice dans divers plateaux télévisés, Ah ouais. que tout ça a fait frissonner d'angoisse le producteur. Et Qui se dit finalement, on sait pas sur va te prendre. Voilà, qu'il m'a sommé de stopper illico tout type de prestations et qu'il y aura un travail préparatoire qui va nous permettre de présenter et de rendre hommage à la figure magique qui est le Johnny Hallyday et pour le présenter de façon décente sur un écran et avec tout le respect qu'on lui doit. Donc je me garderai bien de donner satisfaction à Pio et Panayotis, mais bientôt, en 2027, sur des écrans, ils auront motif à se satisfaire. J'imagine, comme chaque film, mais c'est un gros défi de faire un personnage aussi différent que tout ce que tu as pu jouer par le passé. Après, moi, j'ai pas l'impression que le moine de Family Business soit le même personnage que celui de Je verrai sur vos visages ou que Yannick ou quoi. Bien sûr. Effectivement, je sais que certains peuvent parfois dire qu'on joue de la même façon. Or, ils se méprennent, car c'est pas parce que tu prêtes ton enveloppe corporelle et ta voix à un personnage qu'il est le même et que tu y injectes les mêmes choses. Et je trouve qu'il y a un mythe, tu me permets de parler de ça, si tu me permets une petite aparté, Mais tout à fait, de l'acteur caméléonesque ouais. qui disparaîtrait derrière ses rôles. Je peux te citer, sans s'y comparer, mais pour prendre des exemples que tout à chacun se représente facilement, de DiCaprio ou Al Pacino ou quoi. Al Pacino de Heat ou de Scarface ou d'Un après-midi de chien ou DiCaprio des Noces rebelles ou de Shutter Island, de The Revenant. Je sais que c'est DiCaprio, pour autant, il me fait croire à une situation et un personnage et avec une forme d'organicité et qui fait qu'il ne laisse pas place au doute et que nous, devant, on est scotché. Donc à partir du moment où un acteur arrive à te faire croire qu'il fait tel métier, qu'il a telle activité, qu'il exerce tel rapport de dominé ou de dominant avec quelqu'un dans une scène, qu'il est capable d'en retranscrire des émotions avec parfois des extrémités stupéfiantes dans un film, alors c'est un bon acteur. S'il est capable de nous faire croire à ça, c'est un bon acteur. Mais il y a souvent le mythe, et tu sais, on peut reprocher à des gens que leur nature transparaisse à travers le rôle. Bon, moi je suis en léger désaccord avec cette vision-là. Mais du coup, pour revenir à ta question concernant Johnny, oui, ça va être dur. L'imitation me paraît être inatteignable tant il est intouchable. Donc ça serait se fourvoyer et se condamner à proposer une pâle copie. En tout cas, le film il va s'attacher à décrire l'essence de ce qui a fait tous ces tourments, l'essence de ce qu'il a constitué. Et j'espère que le film qui se chargera de décrire, de dessiner tout ça sera magnifique. T'attends à être hanté par Johnny un peu? Parce que souvent les acteurs qui jouent des personnages comme ça, Austin Butler, il a dit j'étais hanté par Elvis, Marion Cotillard, avec Edith Piaf, elle a dit j'étais hanté par l'amour. qu'elle a dû faire appel à un exorciste. Je ne sais pas ce qui est vrai, mais elle a dit Il à The y en a même apparemment Guardian qui ont fait appel à des psychologues. pour essayer de se débarrasser. En fait, elle n'arrivait pas de se débarrasser de cette âme d'Edith Piaf. C'est exceptionnel, hein. Bah ouais, surtout que moi je crois aux fantômes et tout. Je pense qu'il y a un moment où il peut ressurgir. Je t'avoue qu'il y a un truc parfois où il y a un truc, on va dire, d'acteur où ça dit j'ai du mal à sortir de ce rôle. Et machin et tout, que je trouve un peu parfois, on va dire, surfait, ou qui jette un voile d'expertise et de mystère sur cette profession pour montrer que non, c'est dur, nous on est des artistes, de transcendance, on est dans une souffrance. On ne souffre pas plus qu'un autre. On n'est pas plus sensible qu'un autre. Tu sais, on veut toujours dire, ah mais moi c'est parce que je suis sensible, je suis acteur. Non, il y a pas de, t'es pas plus sensible que le voisin. T'es pas plus sensible que le guichetier ou que le conducteur du métro. Donc
c'est Donc si ce dans truc-là. 3 ans, tu dis je suis en souffrance, je te Peut-être, dirais, si je te dis souviens-toi de ce que tu as dit. Et s'il te plaît, moque-toi de moi. C'est ça. Et je t'en supplie, regarde-moi avec des yeux amusés. Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite à I Love Pérou, un peu comme Orelsan, tu vois, il continue de se faire filmer par ses potes. Nous, on a envie de retravailler ensemble et de le faire dans un format plus classique et conventionnel, de pouvoir faire un film avec des moyens. Parce que celui-là, on a essayé de le faire avec des moyens. Hein. Mais la vie a fait qu'on a été obligé de voler toutes ces images et de les capturer à l'appareil photo. Et donc sur des tournages, parfois tout avec ça. force espièglerie. On aurait adoré pouvoir le faire avec de l'argent. Après, il y a Hugo Sélignac quand même qui a permis que ce film puisse avoir l'apparence d'un film avec une post-production de qualité et des professionnels monteurs son, étalonneurs, mixeurs, compositeurs, des consultants, des gens qui nous ont fait des retours et tout. Donc il y a plein de gens qui nous ont accompagnés. Mais le tournage, il a été fait avec deux chaussettes. Hein. Mais dans cette forme-là, Hugo, il a fixé 2 conditions pour qu'on réédite ce type d'expérience. La première, c'est que je joue un méchant dans James Bond et que je me retrouve sur un plateau comme ça, comme un hurluberlu inadapté, et qu'il me suive. Il m'a dit, si un jour tu joues un méchant dans James Bond, on refait ça. Donc ça, c'est un appel à Amazon. Ça, c'est un appel qui vont caster le qui que ce soit. méchant. Voilà, ouais. Et deuxième condition, si on entame une campagne politique pour ravir une mairie ou quoi que ce soit, alors là, ce sera l'occasion de rééditer l'expérience avec Hugo. Eh ben écoute, merci beaucoup. Bah merci, beaucoup, c'est déjà Raphaël. fini. Ouais, c'est fini, ça passait vite. T'as régalé, Olivier. J'ai... Un plaisir. Impeccable.